Laissez-moi en commentaire le sujet. Je l'explique encore à nouveau. Donc, on va aborder en fait le côté où les mathématiques permettent, par exemple, aux gens qui viennent des familles moins aisées de pouvoir continuer, par exemple, leur éducation en faisant peut-être les cours de répétition très, très facilement. Bien sûr, je me place déjà, par exemple, dans le cas du Cameroun. Je me place dans le cas où je connais de ce que je connais, donc je vais parler de ce que je connais pas, de ce que je ne connais pas. Donc, je me positionne dans le cas du Cameroun et je vais bien parler par rapport à cela. L'avantage qu'on a en choisissant, par exemple, de faire mathématiques, une filière scientifique au lycée ou à l'université, mais quel avantage est-ce qu'on a après et comment est-ce qu'on évolue avec cette filière après. Donc, c'est un peu par rapport à cela. Et vous pouvez me donner vos avis par rapport à cela. Gumbala, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Partagez le direct. Je suis en prépa MPSI. Ah, c'est super. Bon, je suis contente que j'arrive à te motiver et tout, mais bon, tu sais, tu dois avoir une motivation qui vient un peu de quelque chose que tu projettes pour ta vie future. Parce que c'est vraiment important lorsqu'on est dans une filière ou lorsqu'on choisit d'être dans une filière. Et surtout déjà, vu que tu es en prépa, tu as forcément une idée du type de boulot que tu veux du domaine où tu vas travailler dedans dans les années à venir. Alors, donc, sans plus trop traîner, on va peut-être débuter, peut-être les autres vont arriver progressivement. Donc, comme je disais tantôt, lorsqu'on est à l'école primaire, on ne sait pas encore vraiment si on aime beaucoup les maths ou pas. Lorsqu'on est au lycée, on arrive à se décider. Alors pour moi, ce que je vais parler, ça concerne nettement après après le lycée en fait, parce que prenant le cas des familles moins aisées, comme j'ai bien dit, après les gens utilisent bien les familles pauvres ou pas. Bon, je préfère utiliser le terme des familles moins aisées. Lorsqu'on vient par exemple d'une famille moins aisée. Je prends l'exemple sur moi où je suis née dans un village. Après le bac, il faut qu'on se déplace pour aller dans une ville où il y a l'université. Donc, je suis née dans un village, il n'y avait pas d'université là-bas. Donc, après mon bac, je devais forcément aller dans une ville où il y a l'université. Donc, soit j'avais la possibilité entre trois villes, généralement qu'on avait au Cameroun. Donc, il y a la ville de Tchang, la ville de Douala ou la ville de Yaoundé. Donc, j'avais la possibilité entre ces trois villes. Mais on dit qu'on a la possibilité, c'est juste pour dire parce que finalement, c'était quelque chose qu'on n'a pas vraiment le choix ou qu'on n'a pas vraiment une idée de là où on veut aller. Alors, je veux aller faire mathématiques. Je ne sais pas ce qu'il y a à faire à l'université. Je ne sais pas comment je vais vivre à l'université. Alors, je vous explique. Après le bac, si vous n'avez pas un oncle qui se retrouve dans une ville où vos parents n'ont pas suffisamment de moyens pour payer un logement dans la ville où vous êtes en train d'aller, alors c'est déjà très, très complexe. Même bien quand vous arrivez dans une ville, dans ce sens-là, il faut payer vos études, il faut payer il faut avoir une ration, il faut faire tout ce qui concerne le parcours ou la vie normale d'un étudiant. Moi, après mon bac, je n'avais plus cette possibilité-là parce que j'avais perdu mon père hyper tôt, j'étais encore à l'école primaire d'abord, et ma mère s'est débrouillée de faire vraiment tout pour que j'arrive à terminer mon bac. Donc, après le bac, je ne pouvais plus, bref, du moins, ça ne pouvait plus payer mes études normalement. L'avantage pour moi ici, du fait que j'ai fait la filière mathématiques, c'est que très vite, quand je suis arrivée à l'université, déjà, quand je faisais maths niveau 1, j'étais capable de faire des cours de répétition et grâce à ces cours de répétition que je faisais à côté, j'ai pu facilement payer mes études à l'université. Alors, ici vient vraiment le gros côté que je retrouve parce que la majorité de mes camarades que je retrouvais dans la filière mathématique étaient un peu dans la même situation que moi. Dans la situation où ils devaient faire des cours de répétition, tout comme moi, pour pouvoir payer leurs études. Et ça m'amenait quand même à me poser les questions, à savoir,
Est-ce que les gens qui font les maths pures à l'université sont seulement les gens qui... Les maths, globalement, forcément, les gens qui viennent des familles moins aisées. Est-ce que c'est une filière où on choisit... bref, je veux dire, est-ce que c'est une filière où les gens qui se retrouvent là-bas sont toujours ceux-là qui viennent des familles qui n'ont pas suffisamment de moyens et tout. Bien sûr, je ne connaissais pas tous les étudiants, je parle bien de ceux-là que j'ai côtoyés et tout. Et donc, ils devaient se débrouiller tout comme moi pour payer leur pension. Mais bien sûr, grâce au fait qu'on avait cet avantage de pouvoir faire les cours de maths, c'est très, très facile de trouver les répétitions de 20 000, 25 000 par mois. Et lorsqu'on se retrouve déjà avec 3 élèves, on se retrouve avec 75 000. C'est largement suffisant pour vivre dans la ville de Douala. Pour les gens qui connaissent la ville et connaissant le SMIC, on est à 33 000, voire 35 000 aujourd'hui, peut-être. Mais avec 75 000, on arrive à vivre normalement. Maintenant, prenons un exemple. Il y a les filières, par exemple, il y a beaucoup de filières où les parents ne recherchent pas forcément les cours de répétition, où les parents, donc, je vais prendre l'exemple. Il y a peu de gens où on trouve très difficilement, par exemple, les gens qui veulent les cours de français, très peu, bref, je parle du cas des gens qui sont, par exemple, en terminale et quoi et tout. Bien sûr, on retrouve quelques personnes en terminale à parfois qui cherchent à avoir des cours de français et tout, mais on retrouve quand même plus des gens qui recherchent à avoir les cours de maths, des répétitions de maths, de physique et de chimie. Et donc, justement, pour moi, c'est cette chance-là, le fait que j'avais fait la filière où je faisais les mathématiques, je pouvais facilement chercher des cours de répétition pour les maths et justement, à partir de cela, pouvoir payer ma pension sans problème. Donc, voilà un peu le côté que j'appelle un peu l'avantage lorsqu'on choisit cette filière de façon basique. C'est que si vous venez d'une famille moins aisée et si vous avez la chance de vous retrouver dans une ville où le flux est un peu important en termes de coûts de répétition, vous pouvez vraiment vous en sortir en faisant uniquement les coûts de répétition ou en faisant les coûts de répétition, par exemple, pour gérer votre coût ou vos enseignements ou, pardon, pour payer votre pension à l'université ou votre ration. Mais une autre question qui vient à côté, c'est de savoir, est-ce que les gens qui se retrouvent dans les villes plus reculées ont la même chance? Je vais prendre un étudiant qui se retrouve peut-être dans la ville de Chang, qui est une ville de l'Ouest du Cameroun. Les étudiants n'ont pas forcément cette chance de pouvoir trouver les cours de répétition. Déjà parce que c'est une ville estudiantine et donc tous les gens qu'on retrouve là-bas, généralement, ce sont les étudiants. C'est pas une ville où on va retrouver beaucoup de gens comme par exemple la ville de Douala où on sait que c'est très très facile de retrouver les parents où on voit c'est la capitale économique et donc beaucoup de parents viennent vivre exactement dans la ville et on peut facilement trouver les gens qui cherchent à avoir un prof particulier de maths et tout ça. Et donc dans la ville de Chang par exemple, un étudiant n'a pas la même chance de retrouver ou d'avoir les cours de répétition bien même que l'étudiant soit en filière mathématiques et tout. Donc, je vais justement passer sur cela et conseiller un étudiant, par exemple, qui a au moins, donc là, il faut au moins qu'on se fixe sur les bases, un étudiant qui veut faire la filière mathématique à tout prix à l'université, de se dire que le choix de la ville de vos études est déjà très, très important. On va prendre de dire que les 2 grandes villes, par exemple, pour moi, je parle pour le Cameroun, ça peut être que vous êtes en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou au Maroc ou en Algérie, ça dépend de votre pays. Mais toujours est-il que si vous venez d'une famille ou même si après votre bac, vos parents n'ont pas suffisamment de moyens, si vous avez la possibilité ou si vous avez la chance d'avoir au moins une personne chez qui vous pouvez rester, juste seulement rester, parce que vous pouvez rester chez la personne et tout ce que vous avez, par exemple, c'est juste dormir là-bas. Ça, c'est tout le minimum pour moi, je dis c'est le minimum. Choisissez la ville où il y a plus de personnes. Choisissez la ville où on a plus de chances de faire, par exemple, les cours de répétition pour pouvoir compléter vos études. Donc, pour moi, ça, c'est le conseil que je donne à ce niveau-là. Gumbal, on peut parler de la finance la prochaine fois, s'il te plaît. Oui, pourquoi pas. Peut-être que j'inviterai une personne qui s'y connaît très bien dans le domaine et ça sera plus facile par rapport à cela. N'hésitez pas de me poser des questions, hein. Moi, je vais répondre
parce que c'est pas vraiment un direct où c'est pas une vidéo où je vais juste parler et on va regarder en fait. Donc, j'essaye un peu d'expliquer les choses progressivement. Donc, vous pouvez poser les questions pour que j'avance ou pour qu'on avance ensemble. Donc, ça, c'est la première partie par rapport à ce que je voulais aborder aujourd'hui. L'avantage de se retrouver ou de faire une filière de maths, c'est qu'on est capable de payer, par exemple, ses études si nos parents n'ont plus de moyens. Et donc, en gros, on est capable de continuer ses études. Ça, c'est vraiment l'avantage que beaucoup de gens qui se retrouvent dans d'autres filières n'ont pas après le bac. Alors, les gens qui sont présents, donnez-moi vos avis par rapport à cela, par rapport au sujet. Et ça peut être que ça peut être en maths, quand je dis en maths, ça peut aussi être en physique, hein. Je pense aussi les gens qui sont en physique ont les mêmes avantages et tout. Mais comme j'ai dit, je parle de ce que je connais, je parle de moi qui faisait qui a fait maths et l'expérience que j'ai eue avec mes camarades et tous les autres où on a continué jusqu'à être là où nous sommes aujourd'hui. Et maintenant, pour continuer pour la suite, en fait, la question ici vient de savoir, on choisit la filière mathématique, par exemple, de base, en sachant que, ouais, ça sera plus facile de faire des répétitions, de pouvoir payer nos études, ou d'un autre côté, de se dire, oui, il y a beaucoup de bourses en mathématiques qui existent, donc ça sera certainement plus facile plus tard pour moi d'avoir des bourses pour aller continuer mes études ailleurs et tout. Mais est-ce que ça doit vraiment être une motivation assez forte pour choisir la filière? Parce qu'il suffit juste de se poser les questions à savoir si je veux être entrepreneur, si je veux travailler dans tel domaine. Est-ce vraiment le bon choix initial d'aller faire une filière de maths pure, par exemple, ou une filière de maths appliquées, ou une filière, par exemple, j'ai pris le cas de maths pure. Ça peut aussi être une filière de maths appliquées ou, par exemple, on sait que si vous n'avez pas la chance d'avoir des entreprises dans votre pays qui recrutent des mathématiciens à l'entreprise, vous allez forcément finir dans le monde de la recherche ou dans le monde de l'enseignement. Donc, ça vient justement à la question de savoir. L'avantage, c'est juste après le bac, vous pouvez très, très facilement réussir à payer vos études avec les maths. Mais est-ce le cas après? Est-ce qu'on est capable de vivre une vie pleine? Bon, après vivre une vie pleine et quoi et tout, on va dire que les mathématiciens arrivent à avoir une vie normale. Donc, les gens vivent leur vie normalement. Mais la question, c'est de faire de la richesse, se faire de l'argent, devenir riche, proprement dit, comme les gens qu'on retrouve dans d'autres domaines, par exemple, les gens qui font le commerce ou les gens qui ont juste créé leur propre entreprise et tout. Alors, est-ce que le fait de choisir cette filière mathématique ne nous bloque pas un peu à un certain niveau? Il faut dire qu'il y a les mathématiciens avec les esprits ouverts et je pense déjà la dernière fois on discutait, il y a une personne qui disait que beaucoup de mathématiciens n'aiment pas se lancer en entrepreneuriat. Beaucoup de mathématiciens n'aiment pas prendre le risque et tout. Alors justement, c'est pour ça que j'arrive à la question de savoir, est-ce que le fait de choisir la filière mathématique, est-ce que le fait de trop calculer ne nous recule pas un peu de ce qu'il faut faire ou ne nous réduit pas un peu du choix de se lancer dans certains types d'entreprises et tout? Bon, donnez-moi un peu vos avis par rapport à cela. Après, je vais un peu essayer d'ajouter un peu les idées que je pense par rapport à ce sujet. Que peut-on faire d'autre concrètement pour gagner de l'argent au Cameroun grâce aux maths si ce ne sont que les cours de répétition? Alors, si c'est bien ce que je précise, par exemple, en début, j'ai bien précisé que, parce que il faut dire que je suis en train de répondre à une question à deux étapes. Lorsqu'on termine, par exemple, le bac et lorsqu'on est à l'université jusqu'en licence, c'est-à-dire 2 ans ou 3 ans à l'université. Ça, c'est vraiment le côté global de savoir à ce niveau-là que grâce aux répétitions, on peut payer ses études. Si on vient d'une famille où on n'a pas la possibilité de payer ses études, par exemple. Ça, c'est l'avantage que rien
uniquement les gens qui se retrouvent dans les filières mathématiques peuvent avoir. Maintenant, continuer dans l'autre sens. Et les cours de répétition, c'est quelque chose. Si c'est pour reprendre, si c'est une personne qui regarde les cours de répétition dans le sens de créer une entreprise, ça peut être une personne qui décide. Il y a beaucoup de gens qui ont monté les centres de formation, de préparation des concours et tout ça. Ça fait partie dans le cadre global des cours de répétition. Et donc, grâce à cela, quelqu'un peut bien se faire une vie. Mais ce n'est pas pour la suite parce que pour moi, pour la suite, de répondre à la question, voudrait dire que est-ce que après une licence, par exemple, qu'est-ce qu'une personne qui a fait mathématiques va faire? Qu'est-ce qu'une personne qui a fait peut-être une mathématique sans faire une application pratique va faire en dehors du fait qu'il peut faire le concours de l'école normale ou en dehors du fait qu'il va chercher peut-être à avoir une bourse pour continuer ses études et quoi et tout ça? C'est la question que je voulais répondre après. Mais moi, pour le moment, jusqu'à présent, une personne qui fait les cours de répétition est capable de se nourrir. Là, c'est la base. Donc, pour la question d'après, si c'est bien par rapport à la question d'après, Syl, que tu demandais, c'est justement ça que je vous pose la question dessus. Moi, je vais répondre par rapport à cela. Parce qu'il faut se dire qu'à partir de la licence, ça dépend pleinement du choix de vie que les gens vont faire. Et à partir de cela, l'orientation est complètement différente. Parce que après la licence, si vous voulez, par exemple, faire quelque chose dans l'actuariat, c'est tout autre chose. Si vous voulez continuer dans la banque, ça, c'est tout autre chose. Mais déjà, initialement, les matheux ont cet avantage-là de pouvoir continuer leurs études normalement. Donc, si je ne sais pas si j'ai répondu sur la première phase de ta question, tu peux me dire. Bon, après, il y a Ghislain qui a dit, je pense que c'est possible. Oui, c'est possible si la personne regarde ça dans le sens de l'entreprise, je dis bien, parce que avec les répétitions, ça prend énormément de temps. Moi, perso, je faisais, quand j'arrivais déjà à avoir 5 élèves, c'était très complexe parce que ce n'est pas un peu comme si vous allez enseigner dans une école. Il y a les gens qui font des groupes de répétition et on prend juste les enseignants. Donc là, par contre, c'est différent. Tu as juste un salaire. Mais moi, je faisais vraiment mes propres cours, donc je trouvais mes propres élèves. Mais dès que tu as déjà 4 à 5 élèves, ça devient vraiment très compliqué parce que tu n'as plus énormément de temps pour apprendre, tu n'as plus énormément de temps pour faire autre chose. Mais vois-tu, ça veut dire que si les répétitions, c'est uniquement ton métier, tu peux le travailler en temps plein et gagner suffisamment. Mais là, le but était de faire comprendre qu'avec les mathématiques que vous avez choisies, vous pouvez payer vos études de façon simultanée si vous n'avez pas ou si vos parents n'ont pas la possibilité de faire cela. Donc, si tu peux me dire, hein, je ne sais pas si la réponse si tu as eu une réponse par rapport à la question que tu as posée. Ghislain, qu'est-ce que toi, maintenant, tu penses par rapport aux opportunités qui viennent après? Parce qu'il faut dire de base, les matheux ont cette chance, hein, on peut faire les répétitions facilement et tout ça. Mais restons dans le cadre pratique de nos pays. Est-ce que les mathématiciens, s'ils continuent juste de faire les maths à l'université, est-ce qu'il est vraiment capable de pouvoir réussir sa vie? Parce que faut se dire, faire des cours de répétition, être recruté à l'université, c'est quelque chose qui n'est pas aussi direct que ça, comme on le dit. Et ce n'est pas d'ailleurs tout le monde qui va aller faire un doctorat, ou c'est pas d'ailleurs tout le monde qui a envie de finir forcément un master et tout ça. Après une licence, on a peut-être envie d'arrêter. Et donc, la question est de savoir, est-ce que la licence, si vous avez terminé votre licence en maths uniquement, est-ce que vous êtes capable d'aller travailler dans votre propre projet? Est-ce que vous êtes capable d'aller travailler ailleurs? Et c'est où le problème commence à se poser lorsque vous avez fait uniquement les mathématiques et que vous n'avez pas essayé de faire d'autres formations de façon parallèle lorsque vous étiez en train de faire les maths. Héritier, merci beaucoup. Moussa, bonsoir. Je vais parler le cas de mon pays, le Mali. Les étudiants pensent que la filière de maths est faite pour l'enseignement. Vraiment, bon. Moussa, il y a ton commentaire qui a disparu. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, j'étais en train de répondre déjà. J'avais déjà lu une partie de la question et il faut remettre la question. Peut-être que je vais répondre. Et la partie enseignement. Pour moi, c'est logique que les gens pensent ainsi. Hein.
Si vous n'êtes pas dans le domaine des mathématiques, si vous ne travaillez pas dans le domaine, vous ne pouvez pas voir tous les contours qui sont liés. Il faut se dire que si on reste dans le cadre de nos pays, on n'a pas vraiment plusieurs opportunités ou les opportunités que nos universités nous montrent. Par exemple, lorsqu'on est en train de faire la filière. Lorsqu'on fait maths, on se dit, bon, après le master, je vais aller à l'étranger, faire une formation. Après le master, je vais faire ça. Après le master. Mais c'est toujours, on voit après le master. Ça veut dire que globalement, si on reste dans le cadre entre licence et master, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Et c'est justement à ce niveau que je donne raison à ceux-là qui pensent pour cette partie-là que c'est fait uniquement les maths, pour l'enseignement. Mais si je vois les gens qui pensent que lorsque vous avez votre master en mathématiques, c'est fait uniquement pour l'enseignement, alors c'est vraiment un gros problème parce que beaucoup de masters en mathématiques sont appliqués aujourd'hui. Et d'ailleurs, je présente plusieurs exemples ici sur la chaîne YouTube. Et bien même, beaucoup de mes collègues qu'on a fait mathématiques ensemble, eux, ils ne travaillent pas uniquement dans les mathématiques. J'ai les gens qui sont dans le big data, j'ai les gens qui sont dans l'actuariat. Donc, c'est vraiment, on se retrouve dans tous les domaines. Et ces gens ne sont pas des enseignants, ils ne restent pas dans l'enseignement. J'ai les gens qui sont les statisticiens et tout ça. Beaucoup travaillent uniquement dans des entreprises. Ils ne sont pas à l'université. Donc, je suis un peu perdue quand les gens voient ceux-là qui ont atteint un certain niveau, dit que ils font les maths pour de l'enseignement. C'est un peu complexe d'arriver à cette conclusion. Mais après la licence et les autres, je peux avoir certaines raisons, surtout si vous avez fait maths pur. Mais si vous avez fait les maths appliquées, il y a les gens, même à partir de la licence, qui font déjà vraiment des bonnes maths financières et peuvent faire des stages dans des banques. La réponse est correcte, mais je voyais plus dans le sens de quelqu'un un peu, par exemple, travailler dans une assurance banque ou bien faire de l'argent en faisant les statistiques. OK. Pour les petites boutiques de commerçants, par exemple. D'accord. Cyril, je ne sais pas si j'arrive à bien prononcer ton prénom, mais attends, déjà, il faut dire que lorsque l'université ne forme pas les gens dans le sens où on a l'opportunité d'aller faire, par exemple, un stage dans une banque où on a l'opportunité, parce que je prends le cas du Cameroun, je sais qu'il y a les gens peut-être dans certaines écoles privées, tout ça, qui peuvent faire les stages, mais pour moi, personnellement, quand j'étais à l'université, tout ça, ouais, je pense que ma copine qui fait actuariat aujourd'hui, elle a eu la chance peut-être de faire quelques stages dans certaines assurances et tout ça, mais ce n'est pas immédiat, c'est-à-dire que l'université ne donne pas l'opportunité aux gens, par exemple, qui font mathématiques dans le public, d'aller faire certains stages dans des entreprises, c'est-à-dire dans le sens professionnel ou appliqué, ou application, bref, dans le sens professionnel. Donc, l'université ne donne pas cette opportunité-là. Et par conséquent, viser juste directement qu'après, quand vous aurez une licence ou un master en mathématiques sans jamais faire d'application, une banque va vous recruter. Là, vraiment, je pense que ce n'est pas du tout logique parce que vous êtes parfaitement d'accord avec moi que ce n'est pas parce que vous avez un diplôme ou un master que vous êtes capable d'aller travailler dans une banque. Peu importe les maths que vous connaissez, comment est-ce que vous savez qu'on va les appliquer dans les entreprises? Je pense que lorsqu'on reste juste dans le cas purement académique, on ne sait pas faire cela et donc c'est complexe. Mais maintenant, revenons à ce que tu dis. Travailler, par exemple, pour les petits commerçants du quartier. Je me base au niveau des gens qui font déjà la licence parce que je me dis, première, deuxième année, c'est complexe. Une personne qui fait déjà la licence arrive à avoir forcément des exemples pratiques de la statistique. Le vendeur qui est au marché ou en commerçant, je vais prendre beaucoup de gens qui font par exemple le commerce ne sont pas forcément ceux-là qui ont fait une licence comme toi qui va te présenter devant lui. Alors, tu viens devant la personne, tu vas lui dire que j'ai fait les statistiques, je vais t'aider à construire, à calculer les choses pour ton commerce et tout ça. Je pense qu'il va te dire, mon frère, ça c'est l'école. Et moi là, je suis dans la pratique, donc je n'ai pas besoin de ton aide. Mais pourtant, si toi qui fais l'école arrives à écrire clairement ou à comprendre exactement comment est-ce que tu vas appliquer la statistique, si tu arrives à comprendre comment est-ce que tu vas appliquer les statistiques, par exemple, après ton licence, sur le commerce d'une personne au quartier et tu lui montres clairement comment est-ce qu'il va appliquer, je pense que la personne peut accepter de travailler avec toi sans souci. Et donc ça
ça ne relève pas forcément de l'université si la formation ne te montre pas ou la formation ne t'envoie pas faire un stage. Mais voilà un peu un côté où tu peux travailler dedans. Ghislain. Mais je pense que c'est deux domaines complètement différents, l'entrepreneuriat et les maths. On n'a pas forcément besoin de maths pour faire de l'entrepreneuriat. Bon, je ne sais pas si j'ai fait le lien qu'on avait besoin des maths pour faire l'entrepreneuriat. J'ai parlé de l'actuariat, pas l'entrepreneuriat. Je parle de l'actuariat, pas de l'entrepreneuriat. Donc, Ghislain, je ne sais pas, je ne parlais pas de l'entrepreneuriat, mais de l'actuariat. Une licence en maths donne également les bonnes bases pour d'autres filières intéressantes également. Si, foot, c'est si, ça c'est vrai. Mais sais-tu vraiment, ça dépend de l'université. Ça vraiment, je dis, ça dépend de l'université. Il faut souvent regarder. Dans certains programmes d'université, on arrive à voir clairement la différence. Un étudiant, par exemple, de la 3e année peut te parler d'un problème de logique, bref, de la vie ou du marché et quoi et tout ça de façon concrète. Et pourtant, un autre étudiant qui se retrouve dans une autre filière est juste capable de te faire des grosses calculs et tout. Et bon, déjà là, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à se fixer sur quelle filière de maths on parle. Si la personne fait maths pure, ce n'est pas la même chose. Si la personne fait maths, par exemple, appliquée à la finance, ça, c'est tout autre chose. Si la personne fait maths et informatique, ça, c'est encore autre chose. Donc, si on arrive déjà à scinder tout ça, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'après une licence, il y a les gens qui ont les bases solides pour pouvoir discuter ou répondre à certains critères dans des entreprises. Pour la suite de ta question, c'était, du coup, moi, c'est également une opportunité, la flexibilité dans d'autres domaines. Ah oui, ça, l'avantage, moi je dis aussi l'avantage qu'on a lorsqu'on est dans ces filières, c'est qu'on peut se retrouver un peu aller dans toutes les directions. Parce que les gens qui ont les bases de maths, en fait, peuvent se retrouver à décider d'aller faire des trucs appliqués avec la biologie, appliqués avec la chimie, peuvent travailler avec les physiciens et tout ça, peuvent décider justement de regarder plutôt le côté de travailler dans les banques et tout ça. Et donc, ça dépend justement de la base que vous avez. Est-ce que c'est en stade proba? Est-ce que c'est en analyse? Est-ce que c'est en algèbre? Donc, voilà, c'est un peu l'avantage qu'on a. Mais pour le début, je parlais d'abord de juste le côté simple, hein, le fait que quand on fait maths là, on est capable de faire des répétitions très, très facilement. Donc, Ghislain, je ne sais pas si là, avec la réponse que j'ai donnée, on est un peu, bref, on peut dire, on se comprend mieux, quoi. Parce que tout à l'heure, je parlais des actuels, ceux-là qui ont des bases, beaucoup ont des bases en maths et après décident de travailler pour les assurances, pour les banques, travailler comme des experts et tout ça. Donc, c'était de ça dont je parlais. Et maintenant, l'entrepreneuriat n'a rien à voir avec les maths, hein, ça c'est sûr. Donc, on fait déjà le choix en licence. Dans mon université, en licence, on faisait même chose. Le choix, c'était un master. Alors, ça, c'est vraiment différent. De nos jours, par exemple, je prends le cas de l'université de Douala où on dit qu'il y a MA, donc juste mathématiques. Mais à l'époque, lorsqu'on est arrivé à l'université, il y avait algèbre. Les gens qui faisaient vraiment l'algèbre et tout, on avait des matières en commun, hein. Donc, à l'époque, il y avait algèbre, il y avait économie mathématique. Et il y avait les gens qui faisaient maths appliquées. Donc, ça, je pense qu'il y avait analyse également, si je ne me trompe pas. Déjà, à partir de la première année, lorsqu'on est arrivé à l'université, il y avait déjà ça. Ce n'était pas vraiment dans le sens de LMD, tout ça, mais on arrivait à faire des choses. On arrivait à faire les choses différemment, quoi. Mais on avait beaucoup de matières en commun. Moi, je rejoins au milieu possible que je sois hors sujet. Non, ne t'inquiète pas, tu n'es pas hors sujet. En fait, pour le début, j'étais en train d'expliquer ceci. Lorsque une personne fait une filière mathématique, un bac scientifique globalement, quand je dis une filière mathématique, c'est déjà un peu loin. Lorsque une personne a la possibilité d'avoir un bac scientifique, venant surtout, ces gens-là ont la capacité ou ont cette chance-là de pouvoir payer leurs études, surtout à l'université. S'ils se retrouvent dans la vie, s'ils se retrouvent, bref, si par exemple leurs parents n'ont pas suffisamment de moyens pour payer les études. Donc, j'étais en train de parler de cet avantage d'avoir un bac scientifique, surtout au Cameroun, par exemple, mais
et aussi préciser le fait que c'est les gens qui se retrouvent dans des grandes villes, c'est-à-dire comme Douala, Yaoundé, parce que si une personne qui a eu un bac scientifique se retrouve par exemple à Tchan, la personne n'a pas la même chance, vu qu'à Tchan, c'est vraiment une ville où il y a que plus d'étudiants, ou vrai, du moins dans la zone où les gens vivent, il y a plus d'étudiants uniquement. Bref, il y a énormément d'étudiants et par conséquent, trouver les cours de répétition devient complexe. Et pourtant, j'ai pris l'exemple sur moi. Lorsque j'ai eu mon bac, ma mère n'avait plus la possibilité de me payer les études et donc, quand j'étais dans la ville de Douala avec ma sœur, je faisais facilement les cours de répétition et j'arrivais à avoir les cours de répétition allant de 16 000. Je pense que les premiers que je faisais, c'était 16 000. Allant de 16 000, mais en première année, j'avais déjà 16 000, 20 000, voire 25 000 et ça me permettait de payer mes études, de pouvoir me rationner. Et ça, j'ai pu faire cela, j'ai pu continuer mes études uniquement parce que j'avais fait une filière scientifique. Et si je ne l'avais pas fait, je suis certaine que je devais arrêter mes études parce que ce n'était pas très, très évident. Donc là, ça, c'est vraiment l'avantage du côté mathématique, du côté avant un bac scientifique que j'étais en train de présenter. Et la question qui venait après, c'est l'avantage à court terme sur une période bien définie. Est-ce que après, c'est encore valable? Raison pour laquelle il y a ceux qui posaient la question à savoir est-ce que quelqu'un peut vraiment vivre des répétitions au Cameroun? Voilà, donc c'est un peu cela. C'est un peu, on dit quoi, le résumé de ce que j'ai dit depuis le départ. Et maintenant, pour la suite, c'est vraiment de savoir, est-ce que... Merci. Donc, la suite, vraiment, c'est de savoir, est-ce que lorsqu'on est dans ces filières mathématiques, on arrive... Fille du roi, es-tu intéressée à venir en Europe? Donc, présentement, je suis en France et donc, je sais pas. Bref, je ne dis pas généralement sur la chaîne parce que parfois, je fais beaucoup de vidéos où je suis au Cameroun et tout ça. Donc là, présentement, je suis en France. Pour les gens qui ont des licences à maths pure, un projet viable pourrait être un camp de vacances annuel pour préparer les lycéens aux maths olympiades, par exemple. Qu'est-ce que tu en dis? Ring, c'est une superbe idée. Superbe idée. Mais si on regarde le contexte, et dépendant du pays, hein, moi je dis toujours, quand on parle, il faut vraiment qu'on situe le pays, où on montre exactement le pays dans lequel on se trouve. Moi, personnellement, où j'ai grandi, pendant les vacances, on travaille. Pendant les vacances, il faut vendre. Pendant les vacances, moi, je vendais les arachides. Et oui, bien sûr qu'il faut vendre les arachides pour qu'à la rentrée, tu puisses aider au moins ta mère à acheter un cahier et tout ça. Donc, prenant juste le simple cas, moi, j'étais lycéenne et pendant les vacances, je vendais les arachides ou les avocats. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'aidait à épargner au moins une partie de l'argent, vu que j'ai perdu mon père très tôt, pour arriver au moins à aider ma mère à compléter quelque chose pour la rentrée. Et parfois même, lorsque je ne vendais pas les arachides ou je n'allais pas dans une ville où je vais vendre les arachides, je devais aller dans les plantations travailler avec elles. Et finalement, pendant la période où on faisait le festival de mon village, je devais vendre la canne à sucre durant le festival pour pouvoir récolter de l'argent. Donc là, ça c'est pour mon cas. Donc pour dire, si les enfants sont si c'est par exemple dans une ville où il y a moins de gens, où les gens sont, par exemple, tournés plus vers l'agriculture et tous ces genres de choses. Faire un camp de mathématiques, on n'aura pas beaucoup de gens. Ça, c'est vraiment déjà pour la base. On n'aura pas beaucoup de gens parce que pendant les vacances, les gens ont envie de préparer la rentrée scolaire, comme on a l'habitude de dire. Maintenant, si on se retrouve dans une grande ville, la ville où, par exemple, les parents ont leurs enfants et les enfants qui vont peut-être se préparer un mois avant la rentrée ou juste faire 2 semaines dans un camp de vacances et tout, des grandes villes, par exemple, comme Douala, je ne sais pas dans quel pays tu es, dans les grandes villes, par exemple, comme Douala et Yaoundé, ou d'autres villes, bien sûr, dans d'autres pays et tout ça, où on est capable d'avoir un flux de gens plus importants, ou les gens qui veulent envoyer les enfants
pas forcément travailler pendant les vacances ou pas forcément les assister sur des trucs, mais de pouvoir se former pour avoir un bon niveau en mathématiques. Ça serait très, très intéressant et ça sera un bon projet d'ailleurs parce que finalement, on pourra amener les enfants à avoir une imagination un peu plus poussée et avoir des résultats plus intéressants dans l'avenir avec ces enfants qui auront des niveaux super intéressants. Donc voilà, Harry, je sais pas, j'ai un peu développé avant de répondre à la question, mais je pense que c'était nécessaire parce que les situations où la vie, parce que quand on explique souvent les choses, on a tendance peut-être à prendre le contexte de tel endroit pour pouvoir conclure, mais c'est complexe. Je pensais au Cameroun, j'ai été très courageuse, mais on veut mieux pour nos enfants. Ah oui, je suis parfaitement d'accord avec toi, on veut mieux pour nos enfants. Et justement, comme j'ai dit, si c'est dans une ville, c'est une très bonne idée. Et là, je te conseillerais et tout. J'ai commencé à étudier maths appliquées en Allemagne. Je veux continuer en France. Et est-ce que je pourrais facilement travailler là-bas? Bon, fille du roi, après, répondre à la question directement comme ça, c'est un peu complexe parce que moi, personnellement, je n'ai pas fait les études, comment on dit ça? Les études comme tout le monde, vraiment les études en Europe, c'est-à-dire faire le master ici, là, donc je ne sais pas vraiment comment ça se passe. Moi, je suis venue ici débuter directement la thèse et je ne connais pas beaucoup le système et je ne connais pas les avantages que les gens ont pour pouvoir venir travailler ici. Et maintenant, je ne sais pas si tu cherches, par exemple, une bourse de thèse ou tu cherches un contrat d'ingénieur dans un centre de recherche. Et donc, je ne sais pas vraiment dans quel domaine est-ce que tu cherches. Bref, je sais pas, je peux pas dire dans quel domaine, mais dans quelle catégorie. Par exemple, il y a les gens qui cherchent les bourses, il y a les gens qui cherchent les contrats d'ingénieurs. Je pense que c'est ce qui est très courant de nos jours, les contrats d'ingénieurs. Lorsque tu finis ton master, tu fais peut-être 6 mois de stage dans un centre de recherche. Après, tu ne vas pas directement travailler en entreprise et tu fais peut-être un contrat d'ingénieur d'un an dans un centre de recherche. Ah, d'accord, si ça concerne les contrats d'ingénieur. Je pense que ce que tu peux faire, c'est de regarder plutôt les instituts de recherche et regarder sur leur site s'ils postent les annonces. Donc, ça, par contre, je ne sais pas si c'est trop facile, mais vu les gens qui arrivent dans mon centre de recherche chaque jour et tout, je ne sais pas sur quelle base ou je ne sais pas comment est-ce que les annonces sont postées, mais je pense que on peut en trouver. Moi, personnellement, pour ma bourse, je n'avais pas retrouvé l'annonce sur Internet parce que j'ai vu l'annonce bien après, mais parce que comme je faisais déjà un stage dans le même laboratoire, on a juste dit qu'il y avait la bourse et j'ai directement postulé. Après, j'ai eu la bourse. Donc, c'est un peu, je pense que ça va, c'est un peu chaque cas est un peu différent pour les. Ok, Rin, je t'en prie, est-ce que tu fais les répétitions aussi? Oui, je fais les répétitions parce que pour moi, j'aime beaucoup partager ce que je fais et c'est très, très important. Donc, bien sûr, j'aime beaucoup partager ce que je fais et j'aime aussi beaucoup gagner de l'argent. C'est aussi important puisque quand on travaille, on va gagner de l'argent. Donc, je fais des répétitions à côté parce que finalement, vous voyez que normalement, quand on a un contrat on a une bourse de thèse en France, c'est considéré comme un travail. Donc, je fais les répétitions, mais vraiment dans des temps mini où j'ai la possibilité de faire quelque chose. Là, actuellement, parfois, je me limitais à... Là, actuellement, je travaille avec un étudiant de deuxième année et une fille de la troisième, quoi. Donc, on ne fait pas cours tous les jours et dès qu'il y a la possibilité, tout ça, je fais les cours. Donc voilà. Et bien sûr, si tu veux faire les cours de maths et tout ça, moi personnellement, j'ai créé mon profil sur Superprof et c'est là où j'ai trouvé la majorité des élèves. J'ai eu à faire d'autres avant, hein, mais parfois avec mes déplacements, j'étais obligée d'arrêter. Donc j'ai trouvé les élèves sur Superprof où j'ai créé mon profil là-bas et également à travers ma chaîne YouTube, j'ai reçu beaucoup de personnes qui ont demandé à voir les cours. Bon, parfois, on ne s'accorde pas toujours sur le prix et
Et je ne fais pas parfois, mais généralement, ça va. Je ne suis pas trop exigeante. Montrer comment c'est chercher à nos enfants les formes. Ah oui, qui aime bien châtie bien. Oui, ah, je suis parfaitement d'accord. D'ailleurs, tu sais que beaucoup d'enfants sont devenus très paresseux de nos jours parce que les parents confondent le fait que j'ai la possibilité d'offrir ceci à l'enfant et le fait qu'on doit montrer à l'enfant comment est-ce qu'on se bat pour réussir. Parce que voyez-vous, finalement, vous êtes très, très bosseux aujourd'hui parce que vous avez grandi dans les conditions où il faut bosser. Mais lorsque vous montrez à l'enfant que, bon, voilà, tu as tout à ta disposition, pas besoin de fournir d'efforts, pas besoin de faire ceci, dites-moi comment est-ce que l'enfant va travailler. Je sais qu'il y a les parents, par exemple, au Cameroun, qui se battent, ne montrent pas à leurs enfants comment est-ce qu'il faut bosser, ne montrent pas comment à l'enfant, comment est-ce qu'il faut savoir gagner, par exemple, un agent de beignet, savoir gagner 500 francs et tout. Et après, ils vont tout payer et par la suite, envoyer l'enfant en Europe. Beaucoup d'enfants se retrouvent ici et parfois l'argent du parent qui était énorme au Cameroun, étant du côté de l'Europe, n'est pas aussi pareil. L'enfant ne sait pas se chercher et il y a beaucoup d'enfants qui se perdent comme ça parce que les parents ont juste dit on va protéger l'enfant. Protéger l'enfant ne veut pas dire laisser l'enfant sans travailler ou garder l'enfant je ne sais pas, essayer de garder l'enfant en disant on va éviter, mon enfant ne peut pas aller vendre. Moi, j'ai vendu, mon enfant ne peut pas aller vendre. Moi, perso, je ne dirais pas ça. Bien sûr, mon enfant aurait l'avantage d'avoir peut-être certaines choses que je n'ai pas eues, mais commencer à se limiter à dire pendant les vacances, je travaillais. Pendant les vacances, je travaillais, mais pourtant, mon enfant aujourd'hui, j'ai tout, il ne va pas travailler, alors je vais plutôt l'envoyer jouer et tout ça là. Je ne sais pas si ça aide beaucoup, mais bon, c'est un peu très variable. Fille du roi, non. Il y a Astrid, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Comment est-ce que bon, je peux avoir des séances avec moi, avec toi? Je ne sais pas. Et Ephraim, je ne sais pas si c'était ça la question. Normalement, je suis là sur la chaîne, hein. Je suis beaucoup présente sur ma chaîne YouTube parce que c'est où je fais un peu beaucoup de vidéos. Dès que j'ai un peu un temps libre avec ma recherche et mes enseignements, euh, je fais cela. Ah oui, fille du roi, je voulais aussi ajouter, je fais de l'enseignement parce que finalement, pour moi, ma vision, c'est vraiment d'être enseignante-chercheur, dont je fais de l'enseignement à côté parce que vraiment dans le contrat, je fais les vacations à l'université en tant que prof, chargé de tout ça parce que je pense que c'est très important. Mais ça dépend de la carrière que vous visez parce que si vous ne voulez pas enseigner plus tard, ça sert à quoi de faire des vacations? Moi, je fais des vacations. C'est pas forcément quelque chose qui paye beaucoup. On vous paye à la fin de l'année généralement et tout, mais c'est quelque chose qui est intéressant pour le CV d'une personne qui veut enseigner plus tard. Donc, voilà. Et essaye un peu de chercher les instituts de recherche par rapport à ta vision que tu as de la vie et ce que tu comptes faire plus tard. Il y a quelqu'un qui a posé une question tout à l'heure et après il a supprimé. Donc, je ne sais pas. Alors, comment est-ce que oui, les matheux. Boubacar, bonsoir. Astrid, il ne doit pas travailler. Il doit se perfectionner. Ne faisons pas d'enfants si nous n'avons pas de moyens. Alors, ils doit se perfectionner. Bon, ils doivent se perfectionner. Bon, Astrid, j'aimerais quand même savoir, quand tu dis qu'ils doivent se perfectionner, c'est sur quoi? C'est sur le fait, par exemple, que si un enfant va à l'école, je vais prendre l'exemple, ça c'est l'exemple pratique. Lorsque vous avez un enfant à la maison, disons 10 ans, 9 ans, 8 ans, dépendant, lorsqu'il revient de l'école, vous allez forcément dire, ah non, il doit dormir, il doit se reposer, après il doit faire ses exercices et tout ça. Vu que c'est encore un enfant, par exemple, je ne peux pas lui dire, bon, voilà, tu vois un peu bébé, voilà, on balaye le sol comme ça et tout ça. Je ne sais pas, parce que dit que l'enfant il ne doit pas travailler, il doit perfectionner, c'est un peu quelque chose qui est très large.
Et maintenant, ajoutez au fait que ne faisons pas d'enfants si nous n'avons pas les moyens. Cette phrase, parfois, je suis souvent un peu trop... C'est un peu trop compliqué à conclure. Parce que, voyez-vous, on est arrivé à une situation de la vie. On est arrivé à un niveau de la vie où l'éducation, ou avoir un niveau d'études, ou avoir un certain standing de vie, ça veut dire qu'on a réussi sa vie. Ça, c'est un peu la définition globale de ce qu'on donne de la réussite de la vie aujourd'hui. Mais pourtant, le but premier de toute personne dans la vie, c'est d'être heureux. Eh bien, si les gens ont leurs enfants, même si leurs enfants ne vont pas à l'école et qu'ils sont heureux, où est le souci là-dedans? Pour moi, je ne vois pas vraiment le souci, mais parce que on montre le côté tendanciel où les enfants doivent aller à l'école et tout. C'est pas forcément pour dire que j'encourage les gens à faire beaucoup d'enfants. Non, pas du tout. Je vais prendre un exemple. La dernière fois, j'ai vu un reportage où on voulait, où on a même fait des écoles pour les pygmées dans l'Est du Cameroun. Mais je me pose un peu la question. Ces gens, ils disent, même quand on discute avec eux, ils ne veulent pas d'école. Ils sont heureux tels qu'ils sont. Ils ont vécu dans la forêt depuis des années. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir une forêt où ils vont continuer de faire leur chasse et leur cueillette. Mais comme l'homme détruit la forêt, c'est par conséquent que ces hommes dans les années à venir, ou même ne donnent plus l'autorisation à certains de ces pygmées d'aller dans le... Ah, ok. Ne donne même plus la possibilité d'aller, par exemple, dans ces forêts pour chasser. Alors, ils sont obligés de commencer à obliger les pygmées à aller à l'école, à pouvoir travailler et quoi et tout. Mais pourtant, eux, ils ne veulent pas. Ils veulent être heureux, vivre leur vie simplement, vivre leur vie en communauté, communier comme ils le font depuis des générations avec leur famille. Et donc, bon, je continue. Je ne vais pas trop détailler là-dessus parce que ce n'est pas le sujet. Vous ne faites pas les vidéos de troisième année mathématiques. Ghislain, est-ce que je ne fais pas les vidéos de troisième année? J'ai fait des vidéos sur la topologie. J'ai fait les vidéos sur les suites de Cauchy. J'ai fait les vidéos sur les séries. Ah non, les séries, c'est en deuxième année. Bon, pour ce qui concerne les exercices de la troisième année, j'ai fait les vidéos sur les équations différentielles. L'équation de Bernoulli, de Riccati, j'ai fait les vidéos là-dessus. Bon, je n'ai pas, par exemple, abordé les équations différentielles avec l'existence en utilisant Cauchy et ces choses. Et peut-être pas les mesures et la probabilité ou l'intégration. Je vais peut-être aborder l'intégration très bientôt. Donc, voilà. Pour continuer, oui, je parle de scolaire. Il y a trop de défis de nos jours pour continuer dans le même travers d'avant. Astrid, je ne sais pas, les mêmes travers d'avant, ça renvoie exactement à quoi? Le fait d'avoir beaucoup d'enfants ou le fait de ne pas travailler lorsqu'on rentre de l'école? Je ne sais pas. Finalement, parfois, on s'en rend compte que ce n'est pas le fait de... Bon, l'intelligence est à part et certaines choses, c'est un peu quelque chose qui diffère et tout ça, mais je ne sais pas si c'est le fait de rentrer, de faire plein de cours, d'avoir plusieurs enseignants qui aident forcément quelqu'un à être plus intelligent. Mais bon, ça aide quelqu'un à avoir plus de réponses parfois, mais pas être plus intelligent. Peut-on être heureux quand on a faim? Alors, Astrid, je vais plutôt te reposer la question. Est-on toujours heureux quand on a de l'argent? Parce que la famine, quand on a faim, la définition de faim est trop vague. Et si, par exemple, dit qu'on a faim, ça veut dire qu'on n'arrive pas vraiment à manger. Est-ce qu'on est heureux? Ça ne répond pas à la question, mais je ne sais pas, c'est pas trop clair. Mais est-ce qu'on peut être heureux? Il y a les gens qui mangent, mais pourtant ne sont pas heureux. Il y a les gens qui vivent, par exemple, ici en Europe, n'ont pas leur famille à côté d'eux. Tout pour eux, c'est d'aller travailler, rentrer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se retrouve dans le fait que malgré le fait de l'autre côté, il n'y a pas beaucoup de nourriture, par exemple, comme on a l'habitude de dire qu'en Afrique, les gens meurent de faim et tout ça, les gens se suicident plus on appelle ça comment, en Europe, par exemple, sur le fait qu'ils ne sont pas très heureux, ils ne se sentent pas à l'aise, ils sont peut-être seuls, mais pourtant, ils ont tout à manger. Donc, vraiment, pour moi, le débat de est-ce qu'on est heureux, est-ce qu'on n'est pas heureux, j'ai vu les gens. Hein.
J'ai vu les gens qui vivent 14, dorment 14, sont 14 dans une même maison aussi petite. Mais la joie qui les anime, peu importe toi ce que tu as dans ta maison de luxe et tout ça, tu n'arrives pas à ce niveau-là. Donc, c'est un peu c'est un peu l'évolution de la société qui complique beaucoup les choses. De se dire, le but, c'est d'être heureux. Et peut-on être heureux si on a faim, si on mange, la famine arrive exactement à quel niveau? C'est vraiment pour les gens qui sont, par exemple, dans un désert où il n'y a pas l'eau. C'est quelque chose, par exemple, qui peut être naturel, qui ne sont pas forcément, que peu importe le niveau de la personne, il ne peut rien faire contre la sécheresse. C'est un peu... Bon, bonsoir Van. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Parce que le fait que la société va vite et l'Afrique est toujours à la traîne. Bon, Astrid, j'aimerais quand même te poser la question de savoir, la traîne en fait se pose au niveau de l'argent, si je comprends bien. C'est parce que c'est bien ça le truc. La traîne, comment dire, la traîne se pose au niveau de l'argent, du fait que les Africains n'ont pas d'argent. Parce que s'il faut dire que l'Afrique a l'argent. Maintenant, s'il faut parler de l'Afrique, en gros, l'Afrique, lui, n'est pas la traîne. Il faut parler des Africains, dire que les Africains n'ont pas d'argent, les Africains n'ont pas suffisamment de certaines choses et quoi et tout. Peut-être tu peux utiliser le sens là. Mais dire que l'Afrique en lui-même, qui a tout ce que les autres continents n'ont pas, c'est un peu compliqué. Mais toujours est-il que faut se dire, lorsque tu grandis et que tu as la possibilité, par exemple, de faire beaucoup de choses ou d'avoir quelque chose que beaucoup n'ont pas, tu te sens ou tu penses vraiment que comme je suis dans cette posture ou comme j'ai la possibilité d'être à ce niveau, les autres ne sont pas heureux. En fait, pour moi, je ne connais pas définir ce genre de choses. Je ne sais pas définir comment quelqu'un est heureux pour arriver à la conclusion. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est complexe. Pour, on peut revenir au matin. Je ne sais pas définir. Le bonheur est tellement, c'est quelque chose qui est très variable. Pour arriver à faire une conclusion, il faut vraiment, je ne sais pas. En fait, il faut être dans la personne pour avoir la conclusion. Pas que l'argent, la prospérité, la liberté d'être soi. Ok, la liberté d'être soi. C'est quoi la liberté d'être soi? Pas que l'argent, la prospérité, la liberté d'être soi. Bah, toujours est-il, comme je dis, ce sont les évolutions. Bon, on va revenir au matin parce que les autres sujets, vraiment, pour moi, je me dis bien, surtout en ce qui concerne l'équilibre ou les comparaisons Europe-Afrique, quoi. Pour moi, je dis c'est un sujet où je ne m'investis pas trop. Je trouve pas que ça soit très, très intéressant de s'investir là. Tout ce qu'il faut, ce que les gens sachent, tout ce que les gens veulent savoir, c'est est-ce que s'ils font mathématiques, par exemple, est-ce qu'ils vont très vite s'en sortir? Est-ce que, voilà, donc voilà un peu la question. Donc, pour revenir aux maths, comme je disais, la chance que beaucoup ont, par exemple, de nos jours, c'est d'aller faire un BTS. Donc, d'aller faire des filières professionnelles après quand vous avez un bac scientifique ou un bac technique. Déjà, donc, pour dire un bac technique. Donc, beaucoup de gens ont la chance, par exemple, d'aller dans les écoles privées. Et c'est d'ailleurs la chance qu'on a pour la majorité des gens qu'ils vont très, très vite faire des stages dans des entreprises et pourront très vite aller travailler. Et c'est un peu le cas pour certains étudiants de l'UIT, par exemple, qui font des trucs de communication, vont très vite se retrouver à travailler à Orange et tout. Et donc, ce que je veux inviter les étudiants qui sont en mathématiques, si vous faites, par exemple, mathématiques puis ou mathématiques appliquées, ne laissez pas juste le temps de dire qu'après votre bac, vous allez vous plaindre, vous allez commencer à vous plaindre pour le système éducatif et à dire que, oh, pourquoi le gouvernement m'a fait ça? Oh, pourquoi j'ai fait tel concours, je n'ai pas réussi. S'il vous plaît. Comme j'ai dit, vous faites maths, vous pouvez faire les cours de répétition et gagner suffisamment d'argent pour payer vos études. Utilisez un peu aussi une partie de cet argent pour vous faire des formations professionnelles.
Ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être en web si vous ne faites pas déjà l'informatique. Ça peut être sur le marketing. Ça peut être sur beaucoup d'autres choses. Et, ou même, aller juste dans on peut dire quoi? Aller juste dans un marché ou essayer d'apprendre le plus longtemps possible en utilisant Internet, de vous auto-former en regardant les applications des maths et en regardant comment est-ce que vous pouvez appliquer à un problème que vous voyez devant vous et de pouvoir vous faire employé par une personne qui travaille peut-être dans votre quartier, par un menuisier qui travaille ou par un mécanicien, par un garage où on a vraiment plein de trucs où vous trouvez que ça vous intéresse. Mais ce n'est pas en restant à l'université et en disant à la fin de votre licence, par exemple, que j'ai une licence en maths. Oui, un peu comme les gens ont l'habitude de me dire. Et lorsque je fais mes posts, je reçois énormément cela sur Facebook. Je connais une personne dans mon village qui a eu le bac ou qui a eu le master, qui a eu une licence en maths, mais qu'est-ce qu'il fait? Vous, les mathématiciens, vous êtes toujours comme ça. Je vous prends déjà les maths. Si vous êtes en train de faire les maths et tout ça, je vous invite à apprendre énormément sur les applications. Je fais les vidéos, mais je peux vous dire que ce que je fais n'est pas suffisant pour vous aider à comprendre toutes les applications qui existent sur les mathématiques parce que je n'ai pas présenté toutes ces applications-là. D'autres, je ne suis pas capable de présenter parce que je n'ai pas des connaissances très, très profondes sur certaines applications ou sur comment prendre un exemple sur certaines applications dont je n'aborde pas cela. Et comme vous êtes encore à ce niveau, ou si vous avez encore la possibilité, on a Internet de nos jours. Avec Internet, vous pouvez apprendre sur l'application. Même avec des chaînes YouTube de nos jours, vous pouvez voir plusieurs applications qui sont liées à votre domaine. Si vous avez les moyens, si vous faites des cours de répétition, prenez une partie de l'argent que vous avez, formez-vous avec. La formation, c'est la base. La connaissance, c'est la base. L'argent que vous utilisez pour aller au snack, pour faire ceci, là, oui, faites-vous plaisir, c'est bien. Mais mettre la priorité sur ce qu'il faut dans des années à venir, quand vous aurez une formation bien claire, quand vous aurez... Ah oui, j'ai oublié de préciser, ça peut être plus des formations en entrepreneuriat. Toujours, je dis, et bien sûr, pour les matheux, je pense que je me pense un peu trop vers l'agriculture. Mais bon, je vous dis quand même que lorsque vous êtes en maths, penchez-vous un peu vers là. On a l'espace chez nous, on a tout, on a l'espace. L'agriculture, c'est un domaine qui est ouvert, qui est où on peut vraiment aller dans un village aussi facilement que ça, louer un terrain, lancer par exemple la culture du manioc. Si vous avez, bon, la culture du manioc, c'est un peu accessible, je pense qu'avec, bon, il faut louer la terre. Mais il y a beaucoup parmi vous qui ont la terre, donc allez vers vos parents, dites par exemple que vous voulez cultiver le manioc sur leur champ qu'ils n'utilisent pas. Vous pouvez faire ça. Donc, voilà un peu ce que je peux dire pour les matheux. Donc, vous pouvez vous former en ligne pour l'entrepreneuriat. Si vous n'avez pas suffisamment d'argent, ne vous précipitez pas à aller payer les formations en entrepreneuriat et pourtant, vous n'avez même pas d'argent pour... on dit ça comment? Vous n'avez même pas encore d'argent pour vous lancer, mais vous payez la formation. Si vous avez déjà suffisamment d'argent pour vous lancer, il faut faire une bonne étude, donc il faut faire une bonne formation. Là, c'est tout à fait logique. Mais pourtant, si vous n'avez pas l'argent, vous allez vous former et attendre le jour où vous aurez l'argent avant de vous lancer. Ce n'est pas logique. Les gars qui formatent là, bossez comme ça, les gens ne vont plus aller me dire que nous, on fait les maths uniquement pour aller enseigner. C'est vraiment très, très important. Donc, je vous invite à aller dans les villages. C'est pas très évident lorsqu'on est par exemple dans une grande ville, le cas de Douala, mais vous pouvez aller dans l'ouest du Cameroun, aller dans le centre. Il y a les gens qui ont je connais un camarade qui maintenant il travaille en agriculture. On a fait maths ensemble. Il est actuellement en agriculture et il fait énormément de choses sur ce domaine-là. Et donc, je vous invite également à regarder dans ce sens-là et ne vous laissez pas distraire. Bon, est-ce que tu connais... Bon, attendez, je vais boire de l'eau.
Oui, avec les maths, on accède à meilleure formation et aux métiers plus prisés. Oui, ça, c'est très... J'aime ta façon de faire. Merci beaucoup, Ephraim. Bon, attendez, je bois de l'eau. Ok, je suis de retour. D'accord, bon. Hum, Oui, j'aime beaucoup l'agriculture. Connais-tu des sites fiables pour se former? Astrid, non, pas vraiment. Moi, je connais pas des sites vraiment pour les formations et tout. Et la majorité des sites que je recommande aux gens sur ma chaîne YouTube, c'est les sites plus de maths, mais ce sont des sites gratuits en fait. Donc là, je ne connais pas beaucoup de sites et tout. Mais à ce qui paraît, avec Open Classroom et tout ça, on peut faire vraiment des formations super bien de nos jours. Alors, Ghislain, vous faites aussi des cours sur Excel, Word. Non, je ne fais pas de cours là-dessus. Moi, personnellement, j'ai fait la formation en Word et en Excel quand je faisais la classe de troisième. Et justement, quand je dis que les gens se forment, c'est important parce que quand j'étais en deuxième année, en première année normale, en première et deuxième année, je travaillais dans un secrétariat, pas secrétariat, dans un cybercafé. Mais ça, c'est grâce au fait que lorsque je faisais encore la classe de troisième, j'ai fait la formation en Word et en Excel. Et aussi, je voulais profiter même pour attirer un peu l'attention des étudiants qui sont un peu paresseux, pas forcément paresseux, mais les étudiants qui ont honte. Je pense que c'est un peu ça qui nous gêne. C'est un peu ça qui nous tue. En fait, un métier ou réussir dans un domaine, c'est pas forcément où on s'assoit dans un bureau. Vraiment, faut garder cela en tête. C'est pas où on s'assoit forcément dans un bureau pour réussir. Et bien sûr, garder en tête que les gens qui sont assis dans les bureaux n'ont pas forcément des salaires conséquents ou intéressants. Alors, quand je dis à un étudiant, par exemple, de vendre, de faire un commerce qui peut accompagner ses études, la première des choses qu'il a, c'est qu'on va le voir en train de vendre telle chose. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous avez honte de vendre quelque chose qui peut vous aider à vous accompagner dans vos études. Je vais prendre un exemple. Je prends l'exemple des chips de manioc que j'ai présenté la dernière fois sur cette chaîne YouTube. C'est une opportunité que je trouve qu'une étudiante ou un étudiant qui est qui est à l'université, peu importe la filière, bien sûr, je parle des filières de maths, mais peu importe votre filière, vous pouvez faire le commerce sans problème. Mais l'étudiant, par exemple, qui est en première année ou en deuxième année, voire même troisième année, si tu n'as que 2 000 francs jusqu'à 5 000 francs, ce que je parle des chips de manioc, tu peux vraiment te lancer dans la vente des chips de manioc. Et à partir de cela, pouvoir accomplir ou pouvoir compléter tes fins du mois et tout ça là sans problème parce que les chips, tu prends le temps, ça prend pas énormément de temps. Tu vas acheter le manioc, tu pèles le manioc et après, tu vas juste, tu épluches le manioc et après, tu pèles, tu formes tu donnes les formes que tu as et par la suite, tu fais des frites et tu peux emballer en 500 francs. Moi, je dis en 500 francs parce que c'est ce qui passe le plus facilement. Les étudiants peuvent très, très facilement acheter des trucs de 100 francs et tout ça. Voilà un peu comment vous pouvez débuter parce que je sais qu'il y a les gens ici, là, qui ont dans leur tête qu'ils vont faire, par exemple, l'entrepreneuriat. Malgré que vous soyez en maths, en physique, en chimie, en SVT, tout ça. Vous savez que plus tard, vous allez faire l'entrepreneuriat. Mais vous ne faites rien maintenant pour pouvoir épargner de l'argent. Vous ne faites rien en disant, oh, je suis encore étudiant. Bon, comme je suis encore étudiant, alors ça va, je vis ma vie d'étudiant. Mais attendez, vous pensez que si vous êtes en train de faire, comme on parlait par exemple le cas des filières mathématiques et tout ça, que vous avez encore besoin de beaucoup de temps pour pouvoir commencer à travailler ou pour pouvoir gagner de l'argent. Comment est-ce que vous allez vous lancer? Comment est-ce que vous allez créer votre entreprise et tout ça? Oui, quand j'explique les solutions basiques. Et moi, je n'aime pas dire aux gens que vous allez mettre 50 000, 100 000 dans un projet parce que moi, quand j'étais étudiante, je ne voyais pas ça.
J'arrivais à travailler, à faire mes cours de répétition pour payer mes études et tout ça, mais je n'arrivais pas du tout à avoir autant d'argent pour investir dans un projet. Déjà que surtout les gens qui font les maths, on a trop la crainte de perdre son argent. Lorsqu'on veut se lancer, on se dit, ah merde, gars, j'ai 50 000. Et si je lance avec les 50 000, ça finit, qu'est-ce qui va se passer? Bête, je garde encore mes 50 000 je garde pour longtemps et tout ça. Mais s'il vous plaît, je vous invite au fait que faire un truc, par exemple, comme ce commerce-là, ça peut vous aider à épargner quelque chose ou à pouvoir payer ou à aider même vos parents. Je sais qu'il y a les gens qui vivent encore chez leurs parents et que les parents donnent encore la ration et tous les jours. Mais pourtant, il y a parmi ces parents-là, ceux-là qui n'arrivent même pas à payer les études de certains qui sont encore dans des classes antérieures et tout ça. Je vous invite à essayer de participer. Ne soyez pas juste là. Il y a beaucoup, je sais qu'ils ont la possibilité de le faire, mais ils se considèrent trop étudiants pour fournir les efforts ou pour gagner de l'argent. On n'est jamais trop petit là. Je parle bien sûr aux grands qui sont déjà là. Si vous êtes connectés sur ces lives, ça veut dire que vous êtes forcément grand. On n'est jamais petit pour commencer à gagner de l'argent et tout ça là. Vous savez, à quel âge Ali Dangote avait commencé à gagner de l'argent, non? Si vous avez déjà lu son histoire, donc vous devez forcément être au courant de ce genre de choses. Nous qui faisons l'économie, comment vous pouvez nous aider dans les mathématiques financières? Vous aider dans les mathématiques financières. Dans ce que je fais, peut-être je ne présente pas quelque chose de façon axée. Je fais un peu plus de l'épidémiologie mathématique, c'est vrai, parce que c'est le domaine où je suis dedans. Mais vous aider, je ne sais pas, c'est juste faire des maths financières. Je ne sais pas dans quel sens la question est vraiment posée. Je ne sais pas si c'est pour dire comment est-ce que je vous aide avec les vidéos ou comment est-ce que... Parce que là, on était en train de parler un peu de l'entrepreneuriat, donc je n'ai pas très bien compris. Mais comment le faire à distance? Moi, je vis en Occident, c'est pas évident. Alors, Astrid, moi aussi, je vis en Occident. Hein. Et je ne sais pas si tu suis ma chaîne YouTube. Tu as forcément constaté que je fais certaines vidéos, par exemple, je suis dans mon village où je fais un peu de l'entrepreneuriat et tout. Et je ne sais pas, peut-être, moi personnellement, je prends toujours le temps d'aller au pays. Je ne connais pas trop rester longtemps loin de ma famille. C'est même de l'un des trucs un peu que je pense que je ne supporte pas et je suis obligée de partir tout le temps. Et bon, moi, justement, j'ai un peu cette chance-là de pouvoir aller vérifier un peu ce qui se fait et comment est-ce que ça se fait. Mais pour se lancer dans un business, comme les gens ont l'habitude de dire, il faut être là pour mieux surveiller. Mais peu importe où on se trouve, je pense qu'on a forcément une personne de confiance. Si on a grandi sur un endroit, moi personnellement, j'ai les gens de confiance en qui je fais totalement confiance. Et donc, quand je veux que mes projets que je lance, je les envoie de l'argent et ils gèrent cela progressivement et les résultats évoluent lentement. Pas grand, parce que pour dire, je n'ai pas vraiment des projets énormes, mais les choses évoluent clairement. Ça mène à quoi les études d'économie? Alors, Astrid, les études d'économie, tu es, tu es sérieux? Je ne sais pas si c'est Astrid, Dodo. Bon, je pense que tu es une fille. Bon, je ne sais pas. Je ne vais pas trop détailler, mais l'économie, il a bien pour l'économie, par exemple, c'est, il a dire à côté. Oui, les gens qui font l'économie, les aider en mathématiques financières. Tu dis bien l'économie, ça mène à quoi les études d'économie? Lorsque tu connais le PIB d'un pays et tout ça là, avec l'histoire de l'empreinte de carbone qui devient le truc global de nos jours, on parle de tout. Ah, ok, je vois, c'est un peu complexe. Le truc concernant l'empreinte de carbone et quoi et tout ça, tout ce qui est devenu le sujet populaire de nos jours qu'on aborde, c'est bien lié par rapport au PIB qu'on calcule cela. Lorsqu'on parle des PIB d'un pays, on compare les pays riches, on fait tout ce genre de choses. Ça, c'est l'économie. Et maintenant, les gens qui font l'économie, il y a beaucoup qui utilisent les mathématiques financières. Et maintenant, l'autre, ça peut être vraiment ceux-là
qui présente juste des solutions, par exemple, à une banque ou qui propose des méthodes dépendant des taux d'intérêt de façon variable et tout ça à une entreprise sur comment ou quel type de banque choisir pour les épargnes ou quel type de banque choisir pour avoir un projet à long terme ou un projet durable tout simplement. Mais vraiment, il y a plusieurs applications. L'économie, c'est tout, quoi. C'est tout ce qu'on vit, quoi. Donc, tu as déjà pensé à faire de la physique dans tes études? Mmh, alors, au lycée, tout comme les maths, les physiques ou chimie, c'est tout ce que j'aimais faire. Là, vraiment, tout ça. Mais je n'ai jamais pensé faire les études de physique parce que je pense que j'aimais beaucoup les maths, beaucoup, beaucoup. Je n'étais pas très, très forte. Je ne suis pas très, très non plus forte aujourd'hui en maths parce que quand je voulais dire je n'étais pas très forte, c'est comme si j'étais très forte aujourd'hui. Je ne suis pas très, très forte en maths, mais j'ai plus du plaisir à apprendre les maths qu'à apprendre les autres matières, en fait. C'est l'un des trucs où je m'ennuie difficilement parce que même quand je travaille et que je n'ai pas de résultats, je ne me décourage pas, en fait. J'ai plus envie de bosser, de prouver, d'avoir une direction, de trouver quelque chose de nouveau. Et c'était un peu ce que j'avais déjà au lycée parce que j'avais un peu la crainte. Je n'avais pas des très bonnes notes. Hein. J'ai pas toujours eu des très bonnes notes. Et j'avais un peu la crainte. Il y a mon prof de maths toujours. J'aime toujours parler de lui parce que il me rassurait, Monsieur Nonga, de dire, ben, voilà, tu as un niveau, tu comprends, tu aimes faire. Et je prenais toujours beaucoup de temps pour travailler en maths. Je travaillais d'ailleurs uniquement plus en maths qu'en physique et en chimie. Pratiquement pas en d'autres matières. C'est d'ailleurs pour ça que mon français n'est jamais au top. Donc, je travaillais plus en mathématiques et plus en matières scientifiques. Pas par contre en SVT, pas beaucoup. Hein. Donc, voilà, c'est un peu c'est qui, je peux dire, j'ai jamais pensé à faire les physiques en fait. Euh, oui, j'ai regardé. Moi, j'ai pas eu l'occasion d'aller au pays. Ah, d'accord. Bah, Astrid, ça viendra avec le temps. Hein, c'est pas un souci. Arnold, c'est vraiment bien ce que vous faites. J'apprécie beaucoup. Merci énormément, Arnold. Astrid, moi, je connais personne là-bas. Ah, bon, là, c'est quand même complexe lorsqu'on ne connaît pas quelqu'un. C'est vraiment plus complexe. Il faut prendre le temps d'arriver sur place pour faire ses propres études si on veut investir là-bas, quoi. Moi, j'ai grandi là-bas et tout ça. Je suis née dans l'ouest du Cameroun. J'ai fait mes études primaires et secondaires dans mon village. Et par la suite, je suis allée à l'université après mon bac et c'était dans la capitale économique. Euh, Ah non, moi j'ai repris des études en mathématiques après un long moment d'interruption. Actuellement, j'ai une opportunité pour faire une thèse sur les processus empiriques en statistique à Lomé au Togo. Ah, waouh, c'est super. Je, je me dis toujours, en ce qui concerne les processus et tout ça là, c'est quand même les choses qui décrivent. J'ai souvent l'habitude parce que moi, je travaille sur les modèles, par exemple, déterministes. Et j'ai beaucoup d'amis qui travaillent sur sur les modèles stochastiques, par exemple. Donc, ils utilisent les processus et tout. Et parfois, on a un peu quand même la discussion pour voir qui se rapproche le plus de la réalité, avec quel type de méthode et tout, on se rapproche plus de la réalité et tout. C'est super. Bon, il y a Astrid qui demande, tu as repris à quel âge? Bon, il nous dira si Arnold a envie de partager à quel l'âge où il a repris, parce que je suppose que c'est actuellement qu'il veut reprendre ses études. Mais c'est super. Je me dis toujours, ce n'est jamais trop tard pour retourner à l'école. Mais lorsqu'on va déjà travailler, on retourne à l'école lorsqu'on a une motivation assez claire ou assez claire, parce que sinon, on va très, très vite abandonner. Et donc, c'est un bon côté qu'il faut garder. Voilà, 28 ans après 6 ans. Voilà, il a arrêté depuis. Et donc, ça fait 6 ans que tu as arrêté. Waouh! Ça veut dire que tu avais ton master 2 avant 2 ans? Cool. Voilà, donc, bah, je trouve que c'est une super idée. Donc, voilà.
Et maintenant, pour ajouter, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants de maths. Oui, j'allais ajouter un point. De temps en temps, lorsque j'envoie les posts, surtout sur Facebook, il y a des commentaires parfois très, très violents. C'est d'ailleurs pour ça que je ne fais pas beaucoup de directs sur Facebook parce que parfois les commentaires sont Alors, il y a les gens qui envoient souvent des commentaires en disant, j'ai eu à parler des docteurs, des gens qui ont eu le doctorat à 30 ans ici sur la chaîne YouTube et les gens qui ont fait les thèses uniquement au Cameroun parce que je sais, nous tous, s'il y a des Camerounais ici, on sait que c'est complexe de, euh, c'est complexe en fait lorsqu'on est en train de faire une thèse et parfois beaucoup n'ont pas de bourse mais font leur thèse correctement. Alors, ce que j'ajoute, c'est juste le fait que quand je partage, il y a les gens qui me disent oh, c'est quoi avec les titres de docteur et pourtant on n'a rien produit, ces docteurs sont au quartier Hicham. J'aimerais bien s'il y a quelqu'un dans ce chat, si vous connaissez un docteur en mathématiques au Cameroun, qui ne travaille pas, qui n'est pas à l'université. Déjà vraiment un docteur, quelqu'un qui a eu son doctorat et qui n'est pas à l'université, qui ne travaille pas à l'université, dites-moi. Parce que de temps en temps, on décide un peu de pouvoir rabaisser les gens qui choisissent de faire des longues études, que ça ne sert à rien. Mais voyez-vous, parfois le but n'est pas forcément d'avoir beaucoup d'argent, parce que c'est même ça le problème. Les gens parfois ont leur petite vie, gagnent leur petit argent qui les permet de vivre et simplement leur vie. Mais on a beaucoup un peu trop de clichés concernant le fait que, ah ouais, les profs de maths, ils gagnent pas grand-chose et tout ça. Mais pourtant, ce qu'ils gagnent leur permettent de vivre. Ça, c'est déjà la priorité. Et les mathématiciens, beaucoup de mathématiciens ne sont pas les gens qui ne pensent qu'à eux comme beaucoup de gens dans d'autres domaines. Et ça fait un peu une différence, par exemple, entre une personne qui pense juste à vendre son produit, peu importe les effets secondaires que ça va avoir, comparé à une personne qui pense juste à trouver une solution. Ah, pas pour dire que les mathématiciens sont les cinq, hein. Pas pour dire que les mathématiciens sont les cinq, oh, loin de là mon idée, mais juste pour dire que c'est parfois les gens, beaucoup, c'est suffisent. Et contrairement à certaines personnes dans d'autres domaines, la suffisance, c'est quelque chose qui est très dur à conclure. Richard, tu as quel niveau? Bon, pardon, c'est pas Richard, Rachid, tu es à quel niveau? Je ne sais pas si la question c'est à moi ou si c'était à Arnold parce que je sais que Arnold a déjà répondu. Tes cours en ligne avec vous, comment on peut faire nous qui vivons au Congo RDC? Alors, déjà, Ephraim, pour préciser, même actuellement où je donne les cours à l'université, je le fais en ligne, hein, parce que de toutes les façons, avec coronavirus ici, on n'a pas vraiment le droit d'aller à l'université, donc je le fais en ligne. Et là, actuellement, je suis en train d'utiliser la tablette que je fais les enseignements en ligne avec. Et sur la tablette, il y a un tableau qui est incorporé. Et lorsque je suis en train de faire le cours, il y a un site de l'université qu'on utilise. Et donc, on fait un partage d'écran du tableau pour écrire dessus. Mais si parfois ça ne marche pas, on a forcément un tableau chez soi, on positionne la caméra en face des étudiants et on fait le cours au tableau. Mais pour ce que moi j'utilise, j'ai un site, pas un site, bon après je vais dire site et tout ça, j'utilise WebEye, je ne sais pas si vous connaissez, et c'est là que je fais les cours avec mes étudiants. Donc là, je fais un partage d'écran de mon tableau virtuel que j'écris sur le tableau. Normalement, si l'étudiant a une tablette, l'étudiant peut également écrire sur le tableau avec moi au même moment. Donc, je peux donner l'exercice, l'étudiant corrige l'exercice, mais ce que moi je fais, j'écris plus sur le tableau parce que c'est plus facile. Et en temps avec une vidéo où l'étudiant me voit sur ce que j'explique et tout ça. Donc, Ephraim, j'espère que j'ai répondu à ta question et bon, voilà. Arnold, nous, on te souhaite bonne chance pour ta thèse, hein. Bref, je me souhaite bonne chance à moi aussi parce que je suis encore dans la course et bon, c'est une belle aventure, quoi. Lorsque tu dors et que tu te réveilles, tu penses à une équation que tu n'as pas
que tu cherches depuis les mois et qu'après 2 mois, tu es sur une équation, tu n'arrives pas à débloquer, c'est où tu te dis: «Bon, OK, ça, c'est complexe», mais tu te convaincs en disant: «C'est la recherche, donc on ne sait pas exactement où on va tomber, on ne sait pas exactement ce qu'on va avoir comme résultat, mais on sait qu'on va trouver quelque chose». C'est la recherche, donc on recherche quelque chose, mais on ne sait pas forcément où est-ce qu'on va arriver. On essaie de creuser des petites pistes et lorsqu'on a un peu une issue, on se dit: «Ah, ça, c'est un peu raisonnable, on peut chercher à publier ça» et on le fait progressivement. Bon, voilà donc je pense que c'est tout par rapport au sujet qu'on devait partager aujourd'hui et merci pour votre participation. Je pense que je vais inviter quelques personnes qui, aimeraient bien partager les expériences en mathématiques ou qui ont un background de maths aimeraient bien partager leur choix de vie après les maths et tout ça. Donc, j'aimerais bien inviter un peu ces gens-là pour qu'ils viennent un peu sur la faire une vidéo audio, pas une vidéo, où elle expliquait, parce qu'elle a une base de maths, mais elle fait le big data. Euh, et j'ai également une copine qui est actuaire, qui a également une base de maths. Donc, peut-être dans des prochaines vidéos ou des prochains directs, je vais inviter une personne qui va partager avec nous son expérience. Comment est-ce qu'il est quitté des maths pour faire un choix des filières où on applique les maths? Parce que c'est bien ça le but. Et je vous invite à participer à mes vidéos. Donc, normalement, j'ai commencé à poster les vidéos parce qu'on a une ferme où il y a 5000 pondeuses. Donc, j'ai commencé à poster des vidéos par rapport à cela, par rapport à ces pondeuses-là. J'ai déjà fait 2 vidéos dont normalement, lorsque le temps me permet, je vais faire le montage dessus des vidéos parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour faire certains montages et tout ça. Et bon, voilà, c'est tout. Et donc, d'ici dans la semaine ou la fin de la semaine, je vais poster les vidéos avec les pondeuses et tout ça. Et si vous avez des chapitres en particulier que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas, vous pouvez me dire si je peux bien sûr aborder parce que il y a les gens qui me disent parfois d'aborder certains sujets, c'est tout. Les maths, c'est vague, hein. C'est pas parce qu'on fait les maths là qu'on peut répondre à énormément de questions. On est d'accord, lorsqu'on est en maths, on a juste quelque chose une partie où on se trouve. Et c'est quand même très difficile de répondre à plusieurs questions. Et donc, voilà, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un chapitre et tout, et donc je vous dirai si je suis capable de faire ce chapitre-là ou pas. C'est tout pour aujourd'hui et on se voit très bientôt alors. Bonne soirée.